Il y a une scène dans le métro où je cours, je dois rentrer, les portes se ferment au dernier moment, je rentre dedans et je vais là où Marceau est en train de lire un bouquin et je fais ma déclaration où j'arrive pas à parler. Ça vous arrive de finir une phrase? Pas dernièrement, non? Et on tourne la scène 2, 3, 4, 5 fois, 6, 7, 8 prises, et puis à 19h30, coupé, Claude vient me voir, il me fait mon coco là, je suis vraiment formidable. Il n'y a rien à dire, j'ai tout ce que je veux, c'est exactement comme ça que j'imaginais la scène. Et à ce moment-là, comme au théâtre, tout est parti. Toute la peur, toute l'appréhension dans les pompes. Ça s'est échappé, il m'avait fait un compliment, il était content. Et de ce jour-là, je vous dis, comme au théâtre, on rentre chez soi, on fait « Ah, tu m'as trouvé bien? Alors, tu vas voir ce que tu vas prendre demain matin. » Alors maintenant, je peux te dire, je suis inarrêtable. Et de là est parti le tournage. Et il n'y a plus enfin, il n'y avait pas de souci entre lui et moi, mais moi, je n'ai plus aucun souci. J'en revoulais, et encore, et encore, et encore. Et j'ai attaqué le film Bille en tête. Non, mais j'ai découvert un truc avec Claude Pinoteau. C'est la première fois sur un film que j'avais un plan vraiment de cinéma, où le metteur en scène, Claude, a fait quelque chose qui, à faire, était grotesque. Mais quand je dis grotesque, c'est grotesque. Et à l'écran, tu te dis, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était un plan à Courchevel, où je dois descendre en monoski. J'ai une tempête de neige dans la figure. Je fais du mono, je suis à 60 à l'heure. J'ai les bras écartés comme ça. J'ai le vent dans les cheveux. Enfin bon, donc moi, je voudrais partir d'en haut. Je voudrais qu'il y ait un mec au Steadicam, champion du monde de ski, qui me suive et vive la chose pour de vrai. Et à un moment, Claude on vient me chercher dans le petit refuge où on était, et on me dit, Claude t'attend pour le plan de descente. Non, je dis, bon, d'accord. Puis je vois qu'on descend la piste en voiture, en chasse-neige et tout, en truc comme ça. Je dis, mais on va faire ça où? Il dit, ça y est, tout est prêt, la caméra est prête, tout est prêt. J'arrive sur un boulevard à Courchevel, c'est-à-dire un boulevard, une piste, mais plate, avec deux petits fanions et deux petits points que le chef-op avait mis pour repérer le truc, le ski posé et fixé au sol. J'arrive, je dis, qu'est-ce que je fais? Il me dit, Claude me dit, regarde, tu te mets comme ça dans le ski, tu te mets les bras comme ça, on met un peu d'évian pour avoir un peu d'eau, de la vitesse. Je vois un énorme ventilateur qui se met en route, des machinaux avec de la neige et des pelles qui jettent, truc. Et je vois pas trois machinaux avec des arbres coupés qui courent. Comme ça, ils font aller, retour, aller, retour. 4 machinaux qui passent pour l'effet des arbres que je passe. Je dis, mais je vais jamais. Il est fou. Il va faire une daube, il est complètement zinzin. Mais il n'y avait pas de combo sur le film. Donc je passe une semaine, j'ai envie de mourir. Je me dis, mais voilà, le film est foutu de toute façon. C'est le premier plan du film. Ou le deuxième plan. Le film est foutu, quoi. Voilà, c'est fini. Voilà, il a gâché son film au premier plan. Je sais pas comment il s'est débrouillé. On t'emmène aux Roches, dans une salle à Courchevel. Tout d'un coup, t'entends tut, 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 5, 4, 3, tut, tut, tut. Et truc, clac, clac, le clap. Et je me vois en train de descendre. Je dis, mais c'est pas possible, mais comment ils ont fait ça? Et je vois les arbres, et la neige. Je dis, mais c'est incroyable. Je suis somnambule, ils m'ont pris la nuit, ils ont été me faire la prise pour de vrai. J'étais, mais fasciné. J'ai découvert, pour la première fois, que quelquefois le pas vrai fait plus vrai que le vrai. Voilà, c'est la première fois de ma vie au cinéma que j'ai découvert ça. Moi, je suis un acteur très rasemote. Hein. Moi, il n'y a que 3-4 choses qui m'intéressent dans un film, c'est comment je suis habillé, la voiture que j'ai. Moi, je pense que l'habit fait le moine. Le reste, je m'en fous. Le pourquoi ne m'intéresse pas, c'est comment. Je pense que quand on sait aller de cette porte à là, qu'on se déplace bien, la voix est bonne, l'ingénieur du son est content, le metteur en scène est content. Savoir si j'ai perdu mon père ou pas, c'est les gens qui, dans la salle, il suffit de dire... il suffit, dans une scène, de filmer 2 personnes qui sont en train de dire « Je t'en supplie, calme, parce qu'il a perdu son père ce matin, donc
Juste... et après, on passe sur l'acteur, on le filme, il vient juste dire bonjour, il fait bonjour, bonjour, et les gens font oh putain, le pauvre. Ah, qu'est-ce qu'il doit en chier. Moi, je pense que c'est ça le cinéma. Il m'est jamais arrivé de dire à Claude et au metteur en scène avec qui j'ai tourné après, dis-moi, juste une question, Édouard, quand il rentre dans le café, tu le vois plutôt, moi, on me parle comme ça, c'est du chinois, c'est je. Quand je rentre dans le café, Claude, tu veux que je pose le verre là ou je vais au bar? Je. C'est je, c'est moi. C'est je, c'est fini. C'est je. Édouard, c'est moi, puisque c'est moi qui vais le jouer. Il me ressemble, d'abord, il me ressemble physiquement. Il a le même nez que moi, les mêmes yeux que moi, la même bouche que moi, la même voix que moi, la même démarche que moi. Il lui reste plus grand-chose à ce pauvre Édouard. Hein. Il lui reste ce qui est écrit, les phrases qu'il va dire, qui ne sont pas les mêmes que je dis, et l'histoire. Donc quand les journalistes vous disent vous ressemblez beaucoup au personnage, tu as envie de leur dire oui, c'est moi. C'est moi. C'est normal que je lui ressemble, c'est moi. Pourquoi c'est compliqué d'imposer un personnage dans un film avant, par exemple, pour moi c'est un chef-d'œuvre. Pourquoi le samouraï c'est compliqué les 15 premières minutes pour Delon de s'imposer? Parce que quand il parle pas, on voit qui sur l'écran? Delon. C'est que quand il parle, tout d'un coup le personnage vient doucement. Avant c'est Delon. Ah oui, il monte dans une DS avec un chapeau, il cherche des clés comme ça, et il démarre, c'est Delon. Il va faire changer les plaques d'immatriculation, on fait tiens, Alain Delon va faire changer ses plaques. On dit pas, dis-moi, c'est qui là le personnage, comment s'appelle l'acteur? Non, c'est Alain Delon, on le voit. Donc, voilà. Donc, je me suis pas demandé si Claude était sur les études, pas les études, l'agrégation, pas l'agrégation. Je voyais un plan de travail et je barrais au stabilo boss journée après journée. C'était l'idée de l'avoir fait qui m'a fait plaisir. Et après, le film sort et je suis très comme ça, moi. Je me souviens, on l'a vu avec, il y avait Claude, Daniel Thompson, les agents, Andrzej Zulawski, quelques autres personnes et Sophie Marceau. Moi, j'ai vécu la projection extrêmement bien. Je me suis pas vraiment accroché à moi, j'ai vu le film. Sophie l'a très 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 mal vécu. Elle est sortie, elle m'a d'abord fait un très beau compliment. La lumière s'est allumée, elle est venue vers moi, elle m'a dit oh la vache, je suis étonné, je pensais pas que tu serais aussi bien. Donc ça m'a fait très plaisir. Et puis après, elle est sortie de la salle et elle a disparu. Et personne ne l'a trouvée. Et donc je suis sorti de la salle et je l'ai retrouvée sur le rond-point de la Porte-Maillot, assis dans le... Il y avait des mini-squares sur les quatre coins, assis dans le square en larmes. Donc je suis arrivé, j'ai traversé la rue, j'ai dit qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit mais non, rien, je suis pas belle, je suis nulle, et des trucs. J'ai dit je pense que il faut t'enfermer, quoi. Je crois que t'es folle surtout. T'es magnifique. Puis elle est revenue dans la salle et puis elle a parlé avec Claude et puis après, puis voilà, puis le lendemain, elle a compris qu'elle était bien et puis après elle a trouvé ça formidable et elle s'est beaucoup aimée. Je crois qu'elle a eu qu'elle connaissait mieux le métier que moi et qu'elle a vécu ce jour-là, ce que maintenant moi je vis sur les films, ou que j'ai vécu sur quelques années après, quand là j'étais complètement inconscient. Complètement inconscient, enfin, voilà, je ne savais même pas ce qui m'arrivait. Je me souviens que je suis rentré de la projection de La Crise de Brie-sur-Marne. J'étais dans la voiture, je commençais à me demander, voir un peu ce que je savais faire d'autre que du cinéma, parce que... Je suis impossible, hein. Non, c'est toi qui as raison. Parce que je comprends rien et... Mais maintenant, j'ai compris. Le film est sorti, ça a été un gros succès. Et aujourd'hui encore, j'ai beau en avoir fait 20 derrière, et La Crise de Colline Serrault et La Petite Entreprise. Dès que je passe la banlieue parisienne, dans les villes de France, c'est absolument génial. Il y a des femmes de 35-40 ans. Ça m'énerve, hein.
c'est énervant en même temps, hein, qui viennent me voir, qui font « Ah, monsieur Lindon, il faut que je vous dise. » Je dis « Oui. Oh, je vous ai adoré dans l'étudiante. J'ai la moitié de moi qui est ravie, et l'autre moitié où j'ai envie de dire « Mais c'est pas vrai, mais vous avez jeté vos télévisions par la fenêtre, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait d'autres choses depuis. » Mais il y a, chez les acteurs et chez les actrices, quand on démarre, la chose avec laquelle vous avez démarré, c'est incroyable, c'est là et c'est à vie. Je suis encore pour beaucoup de jeunes femmes, enfin de femmes qui ont mon âge, ma génération, qui ont des enfants, qui le montrent à leurs enfants. À l'île de Ré, encore sur la plage, il y a des filles de 15 ans qui me disent super, un an étudiante. C'est devenu un film culte. C'est devenu aux histoires d'amour aussi culte que Le Père Noël est une ordure au film comique. C'est quelque chose d'incroyable. Vincent Lindon, bonjour. Incroyable en guerre, hein, en compétition ici au Festival de Cannes, Stéphane Brisé. Et c'est un film en immersion dans une espèce de dramaturgie sociale avec un personnage que vous incarnez et qui va se battre jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il faut faire à des êtres humains pour qu'ils oublient tout et que leur sang-froid soit dépassé par cette fureur, cette colère, et qui tout d'un coup donne lieu à la violence. Jusqu'où il faut aller, jusqu'où la société va. Pas seulement jusqu'où la société, jusqu'où le monde. Comment est fabriqué ce monde pour qu'à un moment, des forts puissent entraîner des faibles à se mettre autant en faute, autant en erreur. C'est ça. Mais c'est la guerre, c'est le titre du film, c'est la guerre. Mais ce qui est intéressant dans le film, je ne vais pas en faire la publicité, les gens décideront ce qu'ils veulent, c'est que si c'est pour faire un pamphlet et dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, eux, vraiment ce qu'ils font, c'est pas bien, et regardez ce qu'ils font à ces pauvres syndicalistes, à ces pauvres travailleurs, à ces pauvres ouvriers, salariés, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est intéressant dans le film, c'est que si vous le revoyez un jour, vous verrez, quand vous écoutez tous les partis, que ce soit un patron, que ce soit un DRH... Ils ont tous leur logique. Chaque fois qu'on en écoute un, on a une petite bête là, une petite bête sur l'épaule qui vous dit, qui vous parle et on a envie de dire non mais c'est pas idiot hein, ce qu'il dit là, je comprends. Hein. Et tac, il y en a un autre qui parle, fait, attends, parce que oui, mais là c'est pas, c'est vrai aussi, il faut reconnaître. Mais c'est la complicité de la vie. Qu'est-ce que deviennent les salariés? 100 personnes dehors. C'est des familles entières, des enfants, des pères, des mères. Elle est où la parole? Je me bats pour un chèque qu'on va toucher à la fin de chaque mois. C'est pour ça qu'on doit se battre, tous ensemble. On n'a plus rien à perdre. Je vous demande de partir. C'est illégal. L'entreprise a inventé un mot qui est la non-compétitivité, et qu'on explique à des salariés, à 1100 salariés qui sont non compétitifs, qui sont dans une entreprise non compétitive, qui a fait 18 millions d'euros de bénéfices l'année d'avant. C'est-à-dire, c'est comme si on disait à Usain Bolt, tu cours pas assez vite. C'est juste incompréhensible. En fait, c'est un faux mot, la compétitivité. C'est que les actionnaires, leur marge de bénéfice n'est pas encore assez grande. Ils sont gros. Elle peut aller toujours ils sont plus gros. grande. Oui, bah, ça s'appelle l'obésité. Mais à un moment, l'obésité, c'est pas un signe de bonne santé. Mais elles ont le droit, pour elles, ces entreprises, par rapport au personnage que vous incarnez. Ça, par exemple, je l'ai appris en lisant le scénario. Je savais 2-3 petites choses. On dit on a le droit de licencier alors qu'on fait des profits, par exemple. On a le droit de fermer une entreprise quand bon vous semble. Voilà, quand bon vous semble. Du jour au lendemain. Et la loi française fait que vous pouvez fermer votre entreprise du jour au lendemain. Et même si l'État vous a fait des aides, peu importe. Et donc en face, et non seulement vous avez le droit de fermer votre usine, votre entreprise, mais vous avez le droit de vous opposer à toutes les ventes ou à tous les acquéreurs potentiels qui arriveraient pour la reprendre. Dire non, lui il ne va pas, non, toi tu ne vas pas, non, ça ne va pas. Pour pas qu'il y ait de concurrence, et vous remontez une affaire un peu plus loin. Et donc c'est la guerre. Et donc il faut aller jusqu'au bout, c'est ce que fait ce personnage. La première chose qui le rend fou, c'est un truc humain. La première chose qu'il dit au début du film, c'est « vous aviez donné votre parole et vous la tenez pas ». Nous, on vous a donné notre parole et on la tient. Et vous n'avez pas tenu votre parole. Et à chaque fois que l'argument revient, il fait « non, attendez, je vous explique, vous avez donné votre parole et vous ne l'avez pas tenue ». D'abord, ça part sur une chose humaine. Tu m'as donné ta parole, vous nous avez donné notre parole à 11 centres et vous ne la tenez pas.